ça marche comme ça. C'était épouvantable. Voilà, j'ai vu un collègue. Je me vois. Non, mais c'était épouvantable. C'est envoyé. Voilà. Je crois que ça sera beaucoup. Ça sera beaucoup mieux. Bon. Ça marche, hein? Bonsoir à tous. On va commencer. Il est l'heure. Je salue ceux qui sont présents en ligne. Bienvenue à tous ceux qui sont présents dans cette salle et bienvenue également à ceux qui nous suivent par Zoom. Grâce à la technique et donc à Zoom, on est même en lien avec une doctorante qui est en Argentine, la Terre de Feu. Donc, on n'arrête pas le progrès. Les liens n'ont plus de limite. On a aussi des collègues italiens qui sont normalement en ligne ou qui vont nous rejoindre. Donc, merci et bienvenue à tous. L'objet de la rencontre de ce soir est bien difficile à résumer en quelques mots, et les 2 heures de cette rencontre ne suffiront pas à en épuiser la richesse. Nous avons affaire avec un objet multiface qui traite d'une institution pluriséculaire à multiples facettes également. Pour être un peu plus clair, le livre qui est l'objet de la rencontre de ce soir traite d'une institution, la Compagnie de Jésus. Je salue d'ailleurs dans la salle 2 représentants des jésuites, voilà. Et donc une institution, et ce livre traite aussi de l'histoire d'un certain nombre de ses membres, et une institution qui a suscité, qui continue encore à susciter des suspicions et des mythes, des fantasmes. Complot, argent, pouvoir. L'admiration et la haine tout au long des siècles. Y a-t-il une institution dont le nom même de ses membres suscite à ce point l'hostilité et le réflexe conditionné? Le jésuite est fourbe, dissimulateur, traître à son pays. Le confesseur jésuite exerce son pouvoir sur les princes et détourne les femmes de leurs devoirs. Je conseille à cet égard notamment la lecture gratuite sur Gallica, des cours de Quinet et Michelet au Collège de France et à la Sorbonne. Lisez rien que l'introduction, c'est, pardon pour les jésuites qui sont dans cette salle, mais c'est quand même c'est très drôle à lire. C'est des discours polémiques, hein, évidemment, mais c'est quand même, voilà. Et également gratuit l'article de Philippe Boutry dans le volume collectif, co-dirigé, si je ne me trompe pas, avec Pierre-Antoine Fabre, donc Philippe Boutry et Pierre-Antoine Fabre, Catherine Maire, d'accord, sur les anti-jésuites. L'article de Philippe Boutry portait sur les cours de Michelet et Quinet. Et c'est accessible gratuitement, donc sur Open Books. De fait, fondée en 1540, la compagnie a traversé les vicissitudes de l'histoire, de sa fondation à sa suppression par le pape Clément XIV en 1773, avant d'être restaurée en 1814 pour l'Église universelle, subissant une crise importante dans les années 60 du XXe siècle. Pour la France, l'histoire de la compagnie est marquée par des moments de tension importante avec le pouvoir, que ce soit sous l'Ancien Régime. Alors, il y a normalement dans cette salle, en tout cas c'est inscrit, je ne sais pas si elle aura pu venir ou pas, une doctorante qui travaille à la Sorbonne sur la police des jésuites, la surveillance des jésuites, après la suppression de la compagnie en France. Donc, voilà, c'est une thèse qui a dû commencer, je crois, l'année dernière en Sorbonne. Voilà. Et également, donc, au XIXe siècle, hein, je pense évidemment aux expulsions de 1880, épisode qui reste encore gravé dans les mémoires jésuites.
Mais comment serait-il possible, évidemment, d'oublier que la Compagnie de Jésus a un représentant célèbre à la tête de l'Église catholique depuis mars 2013, le pape François. L'historien Frédéric Gugelot lui consacre une longue notice biographique dans ce volume. En effet, si le sujet de cette séance porte sur les jésuites, des origines à nos jours, c'est le titre que j'ai dû donner à cette séance, c'est un vaste programme, elle a pour but de présenter un volume, et il faut le dire, un très beau volume. Je disais il y a un instant que la Compagnie de Jésus est un objet multiface, des personnalités, des doctrines, des pratiques missionnaires, art, musique, publication, œuvres éducatives. Le Journal de la Croix a publié un compte-rendu il y a quelques jours de ce volume et a titré « Les Jésuites, tout un monde ». C'est effectivement un monde, on pourrait dire pratiquement le continent jésuite, qui est réuni dans ce volume de 1280 pages. Oui, vous avez bien entendu, 1280, c'est un monument. Cette synthèse était depuis longtemps attendue, mais il faut féliciter les auteurs, les directeurs du volume, d'avoir choisi de ne pas choisir, comme le dit Pierre-Antoine Fabre dans son introduction, et d'offrir ainsi un ouvrage hybride d'une immense qualité et d'une utilité incontestable pour un prix extrêmement faible, on peut dire, en tout cas très modique, puisque je crois qu'il coûte 27 €. 27 € pour 1280 pages, c'est donné. Donc, merci aussi aux éditions Bouquin. Comme l'indique le sous-titre, ce volume regroupe à la fois une histoire de la compagnie, avec des chapitres thématiques ou sur des périodes précises, rédigés dans une langue qui est claire et accessible très largement. Et il y a également un volumineux dictionnaire précieux pour qui s'intéresse aux personnalités jésuites, mais pas seulement. Je cite, à titre d'exemple, les riches notices Ecclésiologie, Jean-Pascal Gay, Violences sexuelles, Pierre-Antoine Fabre, Franc-maçonnerie, Pierre-Yves Beaurepaire, ou encore Exil ou Vêtements. Vêtements, c'est sous la plume de Fabienne Henriot, et c'est quelque chose, la notice est absolument parce qu'on peut la relier d'une certaine manière au complot jésuite. Les jésuites étant, en imaginant que le port de l'habit est une manière de se fondre aussi dans la masse, et donc, voilà, il faut s'en méfier. Et il faut, donc ça c'est pour des notices thématiques, mais également pour des personnalités. J'ai eu grand plaisir de parcourir les biographies, par exemple du père Chaillet ou Teilhard de Chardin, Pierre Blay ou Jean Danielou, ou encore Michel de Certeau, alors par Philippe Chenot, Étienne Fouillou ou Pierre-Antoine Fabre, ou pour des temps plus anciens, le père Jean-Joseph Surin ou Robert Bellarmin. Personnalités moins connues sans doute, mais qui évidemment pour moi évoquent des sujets bien connus, le père Herlé, qui finit à la Vatican, en tout cas qui travaille à la Vatican, et puis également Franz Xaver Werns, dans la période de la crise moderniste, anti-moderniste. J'ai été surpris, je dois dire, il me semble, ne pas avoir fait d'erreur, qu'il n'y avait pas de notice sur Augustin Baruel. Il m'a semblé, en tout cas, ne pas avoir, et c'est quelque chose qui m'a amusé, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, et je n'ai pas eu le sentiment qu'il y avait une notice. J'ai un peu honte de signaler ce manque, mais j'attendais avec une certaine gourmandise de voir, de lire la notice sur Baruel. Je recommande vraiment vivement la lecture de ces notices. Elles se lisent de manière extrêmement aisée. J'en parlais il y a un instant avec
mon voisin, voilà, pardon, Jean-Pascal, voilà. Et du coup, oui, qui me disait qu'il y avait eu des normes imposées pour certaines notices, et les notices biographiques font généralement deux ou trois colonnes maximum, et se lisent vraiment de manière très très claire, avec une petite bibliographie à la suite. Donc c'est vraiment une lecture très aisée, et donc ça se lit très bien. C'est, je le redis, vraiment un très beau volume, et il faut remercier Pierre-Antoine Fabre et les éditions Bouquin, donc, de nous le proposer, comme j'ai pu le dire, à ce prix très, très, très modique. Le temps passe. Simplement une précision pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de venir à ces rencontres, expliquer comment ça se déroule. Il va y avoir 3 interventions. Donc Jean-Pascal Gay qui va intervenir dans un instant. Non, c'est d'abord Philippe Boutry, c'est ça, c'est l'ordre. Ah oui, c'est Jean-Pascal pour la période moderne, Philippe Boutry pour la période contemporaine, et à la suite de quoi Pierre-Antoine Fabre interviendra également. Dans une deuxième heure, vous qui êtes ici, vous pourrez largement poser des questions, échanger avec les intervenants. Voilà, et il faudra qu'on ait vraiment tout terminé à 20 heures, puisque les locaux ferment peu après. Un mot de présentation sur Jean-Pascal Gay, qui nous vient de l'Université catholique de Louvain, donc en Belgique, où il est professeur d'histoire du christianisme pour les périodes modernes et contemporaines. Voilà. Jean-Pascal, merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup à Martin pour l'introduction et pour cette occasion de discuter évidemment ce livre si attendu. Mon premier point, du coup, bien sûr, ce serait d'abord de féliciter Pierre-Antoine. Féliciter Pierre-Antoine d'avoir, d'une part, repris un projet dont certains d'entre vous le savent probablement, qui est resté un petit peu en déshérence pendant quelques années, et d'avoir réussi donc à reprendre ce projet, à sauver ce projet, à compléter et à mettre à jour des notices qui, pour un certain nombre d'entre elles, étaient tout de même un peu âgées, à commencer par les miennes. Et donc, voilà, d'abord, merci. Je dois dire que c'est vraiment un travail qui apparaît aujourd'hui comme un travail nécessaire et d'abord utile. Nécessaire parce que il y avait une masse d'historiographie qui s'était accumulée dans les 30 dernières années sur la Compagnie de Jésus, et l'étude de la Compagnie avait été à la fois au cœur d'un certain nombre de renouvellements historiographiques sur l'histoire du catholicisme lui-même, mais plus généralement à partir justement de la proposition du désenclavement de l'étude de la Compagnie, qui avait été celle justement de Pierre-Antoine et d'Antonella Romano, notamment à travers un séminaire à l'école des hautes études en sciences sociales, et d'études qui ont aussi servi en réalité de modèle, c'est-à-dire la manière dont Pierre-Antoine et Antonella avaient posé la question du désenclavement a quand même beaucoup percolé l'historiographie au-delà de la France, et a très très nettement contribué au renouveau des études jésuites dans les 30 dernières années. Alors même si ça s'est fait aussi dans une relation complexe, en fait, avec un renouveau plus global des études jésuites, dans lequel la Compagnie a eu un rôle beaucoup plus fondamental, un engagement aussi extrêmement fort, en se faisant la promotrice du fait que les historiens fassent son histoire, et non plus du fait qu'elle fasse elle-même sa propre histoire. Ce qui n'est évidemment pas sans visée apologétique en réalité. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans la discussion, et la manière dont Pierre-Antoine et Antonella Romano avaient thématisé la question des études jésuites pour les enjeux plus généraux de l'histoire moderne ont quand même été très, très déterminants. Et donc, on se retrouvait devant une masse de travaux de recherche absolument considérable, et finalement, très peu d'outils de travaux de synthèse, et très peu de lieux aussi pour que justement cette masse de travail scientifique qui s'était accumulée dans les 30 dernières années soit reçue dans une histoire plus publique. Et de ce point de vue-là, le fait de voir arriver ce livre, et sous forme de d'une histoire et d'un dictionnaire dans la collection bouquins, avec le rôle notamment de formation que cette collection a pu avoir et a encore. Pour ma part, la collection bouquins, c'est
collection qui a baigné mes années d'agrégation, par exemple. Enfin, voilà, je pense que pour beaucoup d'entre nous, on est vraiment sur un outil qui est un outil de formation. Et de ce point de vue-là, du coup, on atteint, voilà, on est vraiment devant un travail nécessaire. Très récemment, Jean-Marie Le Gall a publié un bilan historiographique sur l'histoire religieuse à l'époque moderne jusqu'en 2015, dans lequel il signalait la nécessité d'une histoire complète de la compagnie que nous n'avions pas, voilà, et qui est ce que ce volume propose. Et je crois surtout ce que ce volume réussit à faire. Voilà, et ce qui en soi était aussi une gageure, c'est-à-dire face à une historiographie éclatée en fonction des intérêts divergents des chercheuses et des chercheurs, éclatée aussi en fonction de décalage historiographique entre des traditions historiographiques différentes, notamment selon les espaces nationaux dans lesquels elle était produite. Cet ouvrage qui s'appuie sur un réseau de chercheurs vraiment très complet, hein, et là on voit aussi les fruits aussi de tout le travail de structuration de réseau que notamment Pierre-Antoine avait pu contribuer à faire, trouve finalement un point d'achèvement dans le présent volume. Voilà. Alors, voilà, comme vous l'avez senti, hein, je trouve que le volume est une vraie réussite. Voilà. Très concrètement, il a des outils qui deviennent par ailleurs de plus en plus rares et qui lui rendent aussi la possibilité d'en faire un outil de promenade, voilà, ce qui, moi, me réjouit fortement et me semble là aussi très utile. Donc, avec une table raisonnée, alors ça, je dois dire, qui est vraiment d'une utilité folle, quoi. Voilà. Vous avez par siècle la série des notices que vous pouvez utiliser par siècle, plus quelques présentations thématiques autour desquelles vous avez aussi la table raisonnée. Et donc, voilà, moi, je suis parti comme ça à la découverte d'un siècle jésuite que je croyais connaître, voilà, et où j'ai découvert 2-3 individus, voilà, Peter Pachmani, Johann Adam von Schall von Bell, enfin, voilà, des noms qui vous disent rien, qui ne me disent rien, ne me disaient rien. Voilà, le dictionnaire permet ces itinéraires de découverte, voilà, y compris aux chercheurs qui pensent connaître assez bien la compagnie. Voilà. Des index de noms et de lieux, une biblio chronologique et thématique, là aussi, qui pour les étudiantes et étudiants, mais aussi pour des enquêtes ponctuelles, constitue un très bon point de départ. Voilà. Voilà, plus des documents, ça aussi c'est un choix assez original dans le dictionnaire, de mon point de vue, hein, notamment donc, le bref de suppression, mais aussi voilà, des textes de correspondance voilà, qui permettent de comprendre un petit peu des choses qui sont de l'ordre du mode de fonctionnement, voilà, mais aussi des modalités de l'inscription de la Compagnie de Jésus dans des espaces ecclésiaux. Voilà. Des cartes aussi, hein, voilà, qui viennent voilà, tout autant d'entrées en réalité qui permettent une promenade vraiment dans l'histoire de la compagnie. Voilà. Alors, le choix des notices aussi me semble vraiment là aussi très réussi, c'est-à-dire qu'on a à la fois des notices très attendues sur la Compagnie de Jésus, y compris par rapport aux déplacements historiographiques récents et aussi par rapport à la manière dont la question de la spécificité jésuite et du rapport entre la compagnie et la modernité, enfin un terme qu'à titre personnel, je n'aime pas du tout, mais qu'on peut quand même reprendre ici et poser, voilà. Hein, donc avec une longue notice accommodement, une longue notice querelle des rites, une longue notice anti-jésuitisme, voilà, hein, qui évidemment trouvent complètement leur place par rapport au travail justement qui a été fait dans les dernières années sur l'histoire de la compagnie. Voilà. Des notices, voilà, je dirais presque structurantes aussi, alors notamment toutes les notices autour du généralat, hein, l'introduction insiste énormément, et à mon avis avec une très grande efficacité hein, sur la nécessité de mélanger une chronologie des siècles et une chronologie des généralats, et là aussi les entrées le permettent. Des notices très éclairantes aussi pour des gens qui connaîtraient beaucoup moins la compagnie sur son fonctionnement interne. Vous avez par exemple une notice assistant, voilà, qui est quand même à peu près sans équivalent et qui me semble là aussi une notice très utile. Donc, ça fonctionne extrêmement bien. Voilà. Et il y a aussi toute une série de notices, soit vraiment très, très ancrées dans des évolutions de l'historiographie récente, soit aussi dans des points d'entrée originaux qui sont liés
soit aux intérêts des uns et des autres par rapport à la compagnie, mais aussi à une volonté vraiment de produire une histoire complète de la compagnie, qui soit aussi une histoire culturelle, qui soit aussi une histoire matérielle de la compagnie, et qui là aussi, pour moi, comme lecteur, a beaucoup fonctionné. Voilà. Alors, de ce point de vue-là, je vous recommande particulièrement la notice sur l'obéissance de ma collègue Sylvia Mostaccio de l'Université catholique de Louvain, qui est vraiment où elle resynthétise toute la manière dont, dans les 20 dernières années, la vieille thématique de l'obédience péridée à cadavère a été complètement revisitée et surtout complètement historicisée. C'est-à-dire la manière dont on a réussi à montrer comment une conception dialogique de l'obéissance s'est effacée devant d'autres conceptions, comment ça s'est mélangé aussi à l'évolution des cultures d'obéissance par rapport à l'évolution des cultures politiques, et qu'on a là une entrée pour repenser les chronologies de la compagnie et les chronologies du catholicisme moderne, qui est extrêmement, extrêmement efficace. Voilà le type de notice que vous allez trouver là-dedans, mais voilà, vous trouverez aussi une notice pharmacopée de Samir Boumedienne, une notice bibliothèque de Valérie Castagnet, voilà, qui là aussi nous fait entrer dans les univers concrets de la culture jésuite. Une notice Marche de Saint-Ignace voilà, du regretté Xavier Bizarro, voilà, donc sur aussi une auto-représentation musicale de la compagnie. Enfin, c'est absolument passionnant et c'est des vraies découvertes. Les notices sur l'Orient chrétien pour l'époque moderne et pour l'époque contemporaine, voilà, de Bernard Héberger voilà, et d'Étienne Fouillou. Voilà. Voilà, une notice alimentation voilà, que, à titre personnel, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, donc qui est rédigée par Philippe Mézy. Alors vous entendrez parler sans surprise des débats sur le chocolat, voilà. Mais vous y découvrirez aussi que les jésuites bordelais, dès le XVIIe siècle, voilà, mangent des grives, des macarons, des dragées, des truffes. Voilà. Voilà, et donc là aussi, on resitue un univers qu'une historiographie souvent marquée par à la fois les héritages de l'historiographie traditionnelle de la Réforme catholique, mais aussi des sources jésuites normatives, et ici complètement revisitées par des entrées de culture matérielle. Voilà, mais j'en dis pas plus, je vous laisse vraiment vous promener de ce point de vue-là dans les notices. Enfin, j'en dis pas plus sur les notices, je voudrais revenir d'abord sur la partie historique, c'est-à-dire sur cette synthèse qui est proposée en début, donc avec, en fait, c'est les 3 siècles jésuites, c'est-à-dire un XVIe siècle, mais qui n'est pas déterminé par son siècle, qui est vraiment déterminé par une chronologie des généralats, et où voilà, le chapitre à la fois ressaisit énormément la manière dont on revoit la période de fondation aujourd'hui, notamment à partir d'une histoire d'Ignace, d'une histoire spirituelle, mais aussi d'une histoire des rapports confessionnels de manière complètement différente par rapport à ce que l'historiographie jésuite nous avait laissé, y compris à partir du moment où elle s'est vraiment structurée comme une histoire scientifique, à partir de la fondation de l'Institut historique et des grands travaux de la fin du 19e, et une notice 16e qui se termine vraiment en reprenant tout l'énorme travail qui a été fait, et notamment par Pierre-Antoine, mais aussi d'autres, autour du généralat de Claudio Acquaviva, comme finalement un moment de verrouillage, voilà, enfin de refondation et de défondation, j'ai envie de dire, c'est-à-dire quand même un recadrage du charisme initial qui se fait en réalité de manière extrêmement violente, et qui pour moi est vraiment alors même si le mot n'est pas utilisé dans le dictionnaire, mais on en parlera peut-être après, qui est vraiment la marque de la manière dont la confessionnalisation catholique vient vraiment travailler la compagnie qui est son agent aussi, voilà, ça donne vraiment la mesure et la marque de l'intensité et de la profondeur du retravail des systèmes de croyance par le processus de confessionnalisation en catholicisme. Voilà. Et donc le chapitre est vraiment passionnant, suivi ensuite du chapitre sur l'âge classique de la compagnie, celui de son apogée, très complet, voilà, peut-être moins original, mais qui nous promène vraiment sur tous les théâtres
sur lesquels la compagnie est présente, théâtre géographique, voilà, théâtre culturel, théâtre politique, voilà, et qui là aussi voilà, donne une vue extrêmement synthétique de ce XVIIe siècle jésuite qui se termine par une autre crise, voilà, hein, qui est la crise du généralat de Tirso González de Santalla. Voilà. Et je dois surtout dire, et je crois qu'il faut vraiment, même s'il n'est pas là, saluer ici Bernard Ours, voilà, vraiment tout particulièrement pour les 2 admirables chapitres sur le XVIIIe siècle, d'une part, et sur la suppression et l'intermédiaire jusqu'à la refondation. Voilà. Des chapitres qui étaient, au moment où il les a écrits, extrêmement difficiles à écrire. Notre historiographie, et certains ici seraient beaucoup plus qualifiés que moi pour en parler, notre historiographie du catholicisme au XVIIIe siècle est très en retard par rapport à tout ce qu'on a sur le XVIe siècle et sur le XVIIe siècle. Le vide historiographique que ça représente pose des problèmes d'interprétation du catholicisme moderne gravissimes, et notamment justement pour comprendre le processus de confessionnalisation et les contradictions du processus de confessionnalisation. Bernard Ours a dû travailler avec une bibliographie beaucoup plus éparse sur ce XVIIIe jésuite que les travaux qui étaient disponibles sur le XVIe et XVIIe siècle. Et je dois dire qu'il fait un travail admirable de reconstituer, et là vraiment c'est un travail qui est créatif parce qu'on n'a rien d'équivalent auparavant, et les histoires jésuites de la compagnie étaient quand même plutôt dans l'impasse sur ce XVIIIe, et en partant de l'histoire du catholicisme, en partant des dossiers, voilà, enfin, des points d'entrée qu'il choisit, il arrive à proposer une histoire complète de la compagnie, voilà, synthétique, voilà, et dépendante de voilà, des problèmes historiographiques que je viens d'évoquer, mais il arrive à proposer une histoire complète et qui vient là aussi percuter un certain nombre de discours un petit peu établis sur le déclin de la compagnie, sur la sclérose du système éducatif, voilà, et sur le rapport bien sûr avec les Lumières, ou même avec la franc-maçonnerie, comme Martin l'évoquait tout à l'heure, et vraiment de manière très très heureuse, quoi, hein, c'est-à-dire que ça nous rappelle dans ce chapitre qui en plus évite très efficacement l'écueil d'une téléologie de la suppression qui viendrait absorber l'analyse. Le chapitre vient vraiment nous montrer à quel point le moment du XVIIIe constitue un des possibles de l'histoire de la compagnie, et un possible d'ailleurs finalement très décalé par rapport à un certain nombre de ses sources originales, mais qui, indépendamment de la conflictualité dont la compagnie a été l'objet au XVIIIe, signale bien en fait qu'il y a un fonctionnement possible, un possible du catholicisme du XVIIIe, voilà, qui est quelque part, de mon point de vue d'ailleurs, dans les entre-deux des contradictions de la confessionnalisation, voilà, qui fonctionne vraiment très bien. Voilà. Maintenant, il me reste un petit peu 5 minutes. 5 minutes, voilà. Alors, je voudrais terminer du coup dans les 5 minutes qui me restent sur ce qui me semble être la réussite historiographique aussi de ce volume, malgré les difficultés de sa rédaction dans le temps et dans l'énorme travail que ça a représenté pour son éditeur principal dans la période finale de rédaction du dictionnaire. Le livre a été écrit en grande partie, mais publié après, 2 outils assez récents qui sont sortis sur l'histoire de la compagnie, et que là aussi j'imagine un certain nombre d'entre vous connaissent, donc le Oxford Handbook of the Society of Jesus for the Society for the Jesuits, je ne sais plus, donc qui est paru en 2019, donc sous la direction notamment de Inès Zupanov, et le Cambridge Companion to the Society of Jesus, qui est paru en 2008 sous la direction de Thomas Worcester aux États-Unis. Voilà, donc 2 entreprises, chacune internationale, même si effectivement elles se situent dans un monde anglo-saxon. La réussite du dictionnaire ici, enfin de cette histoire et dictionnaire des Jésuites, pour moi, elle se situe à 2 niveaux. Alors, elle se situe d'abord justement dans la forme hybride du volume dont on a déjà parlé, c'est-à-dire justement dans la manière dont la forme dictionnaire et la forme histoire se nourrissent énormément, quoi. C'est justement sur la manière dont la partie historique vient cadrer les promenades qu'on peut faire à l'intérieur du dictionnaire,
Et en même temps, la manière dont le dictionnaire, aussi à travers les notices, et notamment à travers des faisceaux de notices, vient proposer des questions, des chemins d'entrée qui finalement ne sont pas toujours très développés dans l'histoire elle-même, dans la partie historique elle-même, et fonctionner ici comme un récit alternatif, quoi. Voilà. Alors, même si c'est un peu dépendant, bien sûr, du travail du lecteur, de ce point de vue-là. Mais surtout, je vais être un peu paradoxal par rapport à mes propres intuitions. Je trouve que une des choses que ce dictionnaire a de meilleur, que cette histoire et ce dictionnaire ont de meilleur, c'est d'être un histoire et un dictionnaire français. C'est-à-dire d'arriver avec des portes d'entrée historiographiques qui, d'une certaine manière, nous décalent d'un certain nombre de tendances dans l'historiographie récente, voilà, de la compagnie, et dans la manière, finalement, dont cette historiographie a été aussi, parfois, un petit peu surdéterminée par des modes historiographiques qui, voilà, à certains moments, peuvent aussi atteindre un point d'épuisement en termes de rendement de qualité, j'ai envie de dire. Je suis un peu sévère, mais je m'explique tout de suite. Et comme ça n'est pas à l'écrit, ça n'est pas dramatique. Voilà. Voilà. Notamment, moi, j'ai été content que certainement, je pense qu'il y aura des recensions qui pointeront dans un autre sens. Mais j'ai été content que le dictionnaire ne soit pas absorbé par la thématique ou par les thématiques conjointes de la mission du transnational et du global. Alors, non pas que ces dimensions-là ne soient pas présentes, elles sont présentes. Je dois dire notamment, ça, oui, je le dirai après. Mais voilà, comme l'a signalé Jérémy Alderman, voilà, dans un texte très critique, auquel il y a eu des réponses pertinentes par ailleurs, voilà, c'est le débat Alderman, Drayton, Mortadelle, mais on peut penser qu'on arrive à ce moment à un point, sinon d'épuisement, au moins un point de crise de l'histoire globale et de l'histoire transnationale dans la manière dans laquelle elles se sont faites dans les 20 dernières années, et que d'une certaine manière, voilà, on est arrivé à un point où il y a une forme très, très répétitive de discours sur la globalisation et sur la transnationalisation qui vient plus trouver des topos dans les objets qu'elles étudient que véritablement produire du savoir sur des choses qu'on ne saurait pas. Voilà. Et je dois dire qu'à titre personnel, il me semble que les études jésuites sont un peu marquées, justement, en dehors de France, par une surdétermination de l'histoire de la compagnie, par sa transnationalisation et par sa contribution à la globalisation. Voilà. Au risque qui plaît à la compagnie de Jésus contemporaine, parce qu'évidemment, ça nourrit une forme d'apologétique très caractéristique du XXe siècle et du XXIe siècle, au risque d'oublier l'ethnocentrisme européen fondamental de la compagnie de Jésus et les problèmes qu'elle pose, malgré le fait que, certes, la compagnie est plus accommodante que ne le sont d'autres ordres religieux. Mais la confessionnalisation vient renforcer l'ethnocentrisme européen. La compagnie est profondément ethnocentrée, au point parfois d'être clivée en elle-même. On le voit très clairement quand on regarde, par exemple, les textes théologiques. On voit très, très bien que la théologie qui se fait dans les missions est une théologie qui est très innovante, très, très originale, mais qui pose tellement de problèmes aux jésuites européens qu'elle n'est pas publiée, elle est bloquée dans les bibliothèques locales et d'une certaine manière indiscutable dans un espace européen. Alors, au point qu'on a des jésuites qui circulent entre le Japon, l'Inde et Évora, et qui n'écrivent pas du tout les mêmes choses lorsqu'ils ont débarqué après 2 ans de bateau. Voilà. Et voilà, en tout cas, il me semble que cette dimension d'obstacle à la globalisation est quelque chose que l'histoire globale récente a quand même eu du mal à penser et à mettre au cœur de l'analyse. Et de ce point de vue-là, je trouve que le dictionnaire, par rapport aux outils qu'on a, finalement, est plus, je ne sais pas si on peut le qualifier de plus méfiant, mais en tout cas, il y a un instinct qui, moi, me semble rejoindre de manière assez pertinente le fait qu'il faut qu'on arrive aujourd'hui aussi à penser la globalisation en lien avec l'ethnocentrisme européen. Voilà. Voilà, donc ça, c'est pour moi un des premiers lieux de réussite historiographique. Voilà. Alors, il n'oublie pas du tout, par exemple, si vous regardez les notices sur les dévotions, vous avez ce passage par exemple, très intéressant, on vous montre comment la dévotion du Sacré-Cœur, elle est passée de France en Chine et de Chine au Portugal. Donc, ces circulations, elles sont présentes dans
dans l'analyse et dans le dictionnaire, et elles n'y sont pas oubliées. L'autre chose, et on va dire, et là aussi c'est très français, c'est la place qu'a la France dans le dictionnaire. Voilà. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques du Companion et une des caractéristiques du Oxford Handbook, c'est tous les deux d'avoir profondément minoré la place de la France dans l'histoire moderne de la Compagnie de Jésus. Voilà. Alors c'est le fruit, bien sûr, d'une géopolitique des savoirs contemporains, voilà, hein, qui vient fonctionner ici. C'est aussi le fruit d'une histoire géopolitique de la compagnie à l'époque moderne elle-même, hein, de manière certaine. Hein. Mais voilà, il y a un laboratoire français du retravail de la compagnie, hein, justement, notamment aussi de sa fragilisation comme structure transnationale à l'époque moderne, hein, qui a été quand même largement sous-estimée par les historiographies anglo-saxonnes, par une historiographie italienne aussi, qui a souvent tendance à penser le catholicisme français comme une marge, ce qui est quand même assez compliqué quand on pense tout simplement en termes démographiques ou en termes politiques. Et de ce point de vue-là, ce dictionnaire, moi, je le trouve remarquablement équilibré. C'est-à-dire que si vous regardez, alors notamment la table analytique, si vous essayez de la reporter sur une table des densités européennes, ça marche. Voilà. Oui, mais c'est le premier qui, par rapport aux outils anglo-saxons, voilà, qui arrive à faire ça. Voilà, et c'est très étonnant pour moi, mais c'est ma minute nationaliste. Je trouve de ce point de vue-là que le dictionnaire fonctionne extrêmement bien. Voilà. Voilà, alors le troisième point, et c'est là aussi, il me semble, une historiographie française, c'est la question du spirituel dans ce dictionnaire. C'est la place que fait le dictionnaire par rapport au handbook et même par rapport au beaucoup plus jésuite Cambridge Companion à la question du spirituel. C'est-à-dire à la manière dont une identité spirituelle travaille la compagnie, à la manière dont cette identité spirituelle est profondément historique, c'est-à-dire quand même avec des déplacements majeurs entre 16e et 17e, hein, notamment autour du moment de la confessionnalisation, enfin, en raison de la confessionnalisation, notamment autour du moment d'Aquaviva, mais pas seulement d'Aquaviva, entre époque moderne et époque contemporaine, mais on en reparlera tout à l'heure. Et donc, dans les notices en particulier, on a quand même toute une série de notices, là aussi, sur un certain nombre de figures spirituelles à l'intérieur de la compagnie et qui viennent interroger, voilà, il me semble, cette question qui reste très difficile hein, pour nous en histoire moderne, mais aussi en histoire religieuse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on qualifie le spirituel comme un objet de social, c'est-à-dire comme un lieu où viennent se reconfigurer des chronologies, viennent se reconfigurer des organisations sociales et du rapport institutionnel. Et le furet spirituel furette dans tout le dictionnaire. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'il est là, et cette question-là, elle ne disparaît jamais de l'analyse. Et en tout cas, il y a une promenade d'histoire spirituelle à faire dans le dictionnaire qui est possible aussi par les notices. Et il me semble que là aussi, c'est un des fruits spécifiques d'une historiographie française et un des fruits spécifiques du travail de Pierre-Antoine pour une proposition plus générale en histoire moderne ici, voilà, hein, et qui, de mon point de vue, là encore, fonctionne très bien. Alors, je termine, parce que j'épuise mon temps, juste sur deux remarques ou deux, trois en forme de questions. C'est-à-dire que, moi, évidemment, en relisant ce dictionnaire, enfin, en ayant cette histoire complète de la compagnie sur les yeux, voilà, je me disais que, notamment aussi dans la séquence du 18e, il me semblait, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, que la compagnie incarne vraiment les contradictions de la confessionnalisation et l'impossibilité de s'en sortir pour les acteurs de l'époque moderne. Voilà, est-ce que tu serais d'accord avec cette évaluation-là? Alors, mon second point, ce serait, alors là aussi, autour d'une question que j'ai l'impression que vous avez évité ou que tu as évité, je ne sais pas très bien, c'est cette question très mal posée, mais à laquelle l'historiographie anglo-saxonne de la compagnie tient absolument, qui est celle de la spécificité de la compagnie de Jésus. Par rapport aux autres ordres, c'est évidemment un ordre exceptionnel dans ses modes d'organisation,
dans son mode de fonctionnement, dans les sources qu'elle nous laisse, dans le type de travail qu'elle permet. Ça, c'est évidemment indubitable. À titre personnel, moi, j'ai toujours tendance à penser que la compagnie est d'abord l'exagération des autres formes qu'on trouve dans le catholicisme moderne. Et que par conséquent, la question de la spécificité n'a pas de sens. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce que tu es d'accord avec ça que la question se trouve peu, ou est-ce que c'est parce que j'ai mal lu? Voilà. Alors, le troisième point, mais c'est plus pour une ouverture pour la discussion à venir, il me semble qu'il y a aussi, dans ce dictionnaire, des gros décalages historiographiques entre période moderne et période contemporaine. C'est-à-dire dans les modes même d'approche, voilà, en termes d'histoire culturelle, d'histoire des savoirs, voilà, on voit qu'on reste à un moment où produire une historiographie homogène de la compagnie reste un petit peu compliqué. Voilà. Alors, Philippe Boutry est bien entendu bien plus spécialiste de ces questions que moi pour pouvoir répondre, mais voilà, je pense que une des questions possibles, c'est pourquoi est-ce que cette difficulté à harmoniser les historiographies est simplement liée à des décalages historiographiques, ou est-ce qu'elle est liée à l'objet lui-même? Je cède la parole. Merci Jean-Pascal pour cette intervention. Je vais donner la parole à Philippe Boutry dans un instant. Simplement dire auparavant qui est Philippe Boutry pour qui ne le connaîtrait pas. Il était président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne jusqu'à il y a quelques années, voilà. Et il est depuis l'année dernière, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, professeur émérite donc dans cette université. Il est spécialiste d'histoire du catholicisme à l'époque contemporaine, surtout le 19e siècle. Il travaille sur le curé d'Ars notamment, et puis donc travaillé sur les jésuites. Enfin, donc voilà, c'est l'histoire de la spiritualité du 19e. Merci. Merci très vivement à Martin Dumont pour son invitation et merci, dirais-je, doublement. D'abord parce qu'il s'agit, je crois, et Jean-Pascal vient de le dire, et je partage tout à fait son sentiment, d'un livre important, de nature inédite, sans équivalent dans le paysage éditorial français, consacré donc au devenir sur presque un siècle de l'une des plus importantes congrégations religieuses catholiques, qui nous a donné en ce moment même un pape qui n'est pas banal, en